Bonjour et bienvenue sur EPS pour cette troisième partie sur les forces newtoniennes qui va concerner donc les lois de Kepler. Initialement, donc, il était prévu d'en faire que 3 parties, donc ce cours est quand même assez long, ce qui veut dire que je vais devoir rajouter au moins une 4e partie de façon à scinder un petit peu cette présentation. Alors là, il s'agira dans cette troisième partie de présenter donc les lois de Kepler, qui ont une grande importance pour la gravitation, effectivement, donc le mouvement des planètes dans le système solaire. Donc, principal objectif ici, donc, c'est de connaître effectivement ces 3 lois de Kepler, mais ça, la plupart d'entre vous connaissent déjà. C'est surtout aussi de savoir redémontrer la deuxième et la troisième loi de Kepler, donc dans le cas d'un mouvement elliptique. Alors, au niveau des prérequis, évidemment, il y a des deux vidéos précédentes, hein, et je vous ai mis un petit ensemble ici donc de relations qu'il est bon de connaître, de savoir retrouver. Donc, je vous rappelle que dans les forces newtoniennes, ce sont des forces qui sont en 1 sur R au carré. Donc, la force va pouvoir s'écrire sous la forme moins lambda sur R au carré sur UR, UR étant ici le vecteur, alors on va dire polaire tout de suite, hein, puisque dans ces forces newtoniennes, nous savons, et nous avons vu dans les vidéos précédentes qu'il s'agira de mouvements plans. Donc, il s'agira de se placer en coordonnées polaires donc dans le plan Z égale 0 par rapport aux coordonnées cylindriques. S'il s'agit donc de gravitation lambda, cette constante va être égale à G fois la constante universelle donc de gravitation fois le produit des deux masses qui sont en interaction. L'énergie potentielle, nous avons montré qu'elle pouvait s'écrire sous la forme moins lambda sur R, donc ceci à condition de prendre comme choix que l'énergie potentielle est nulle à l'infini. La constante des airs qui vient de la conservation du moment cinétique, hein, qui est une conséquence de l'application du théorème du moment cinétique, donc cette constante des airs, c'est R carré θ point. L'équation polaire d'une ellipse, qui est bon aussi de connaître, hein, P sur 1 plus E cosinus θ, avec E l'excentricité. Quand il s'agit d'une ellipse, E est strictement compris entre 0 et 1. La surface d'une ellipse, donc pi fois AB, ça je vous rappelle, donc ça ressemble beaucoup à du pi r carré, mais je vous rappelle que pour une ellipse, il y a deux grandeurs qui caractérisent effectivement donc les axes de l'ellipse, hein, le demi-petit axe et le demi-grand axe. Donc on voit que ça peut ressembler à la surface d'un cercle. Et donc quelque chose dont on avait assez peu parlé, le paramètre P de l'ellipse, donc B carré sur A, donc longueur du demi-petit axe au carré divisé par la longueur du demi-grand axe. Et ça, on montrera plus tard, alors peut-être dans une vidéo, que c'est égal si à mc carré sur la valeur absolue de lambda. Et si on remplace lambda dans le cas de la gravitation par g fois le produit des masses, on montre que P est égal à c carré sur g fois grand M, ce qui est bien effectivement donc une constante, et c'est une constante ici caractéristique du mouvement elliptique. Donc voilà pour cette introduction sur cette troisième partie. Alors nous allons regarder donc pour les 3 lois de Kepler. Alors pour la première loi de Kepler, alors ça va être voilà, assez simple pour celle-ci, c'est juste un énoncé, on ne va pas faire de démonstration pour cette première loi de Kepler. Donc Kepler nous a donc enseigné que toutes les planètes du système solaire décrivent des ellipses dans le sens direct, dont l'un des foyers est occupé par le Soleil. Ça pourrait s'écrire d'un point de vue mathématique, hein, par l'équation polaire de l'ellipse, R est égal à P sur 1 plus E cosinus θ. Donc, voilà pour la première loi de Kepler, donc c'est assez rapide ici. Alors, en ce qui concerne donc la deuxième loi de Kepler, donc la deuxième loi de Kepler porte le nom de loi des airs également. Alors, cette deuxième loi de Kepler, alors comme nous dit-il, la voici. Donc, les airs balayés en des durées identiques par le rayon Soleil-planète sont égales. Alors, donc voici pour l'illustration de la deuxième loi de Kepler qui s'intitule aussi donc, la loi des airs. Alors, comme vous pouvez le voir effectivement donc, sur cette représentation, ça signifie ici que si on prend une planète à l'instant T1 et qu'on l'observe pendant une durée delta T que j'ai notée ici, cette planète donc, va décrire donc, une aire ici que j'ai notée 1,1. Enfin, en tout cas, c'est le rayon Soleil-planète qui va balayer donc, cette aire-là. Et donc, si on s'y prend donc, un peu plus tard, 6 mois plus tard ici, donc, par rapport à la révolution autour du Soleil, par rapport à une année terrestre s'il s'agit de la Terre, on regarde donc la planète entre un instant T2 et un instant T2 plus la même durée qu'initialement delta T, et bien l'air qui va être balayé par cette planète, que j'ai noté A2 ici, va être tel que, en fait, on va avoir pour la loi des airs A1, donc l'air balayé par le rayon Soleil-planète pendant la durée delta T à partir d'une date T1 sera égal à l'air balayé par cette même planète pendant la même durée delta T à partir d'une date T2. Donc ça,
effectivement, ça constitue la loi des aires. Alors, petite démonstration mathématique qui nous sera bien utile pour la loi des aires et surtout pour redémontrer donc la troisième loi de Kepler. Donc, imaginons un déplacement élémentaire de cette planète. J'imagine donc le Soleil à cet endroit-ci, la planète P donc à un instant t à cet endroit-là. Donc, supposons un déplacement infiniment petit. Alors, évidemment, là, sur le schéma, je ne le fais pas tout à fait infiniment petit. Donc là, on va voir un arc de cercle qui va être décrit à cet endroit-là. C'est la planète à un instant t plus dt. Donc, pendant cette durée dt, l'angle qui sera décrit, c'est un angle tout petit, dθ. Et la surface, donc ici, balayée par cette planète, c'est ce qu'on va pouvoir noter dA, c'est-à-dire un élément de surface. Je vous rappelle que le petit d, c'est une quantité infiniment petite. Donc, à l'instant t, la planète décrit donc une trajectoire elliptique, mais ici donc de rayon r à l'instant t. Si la durée dt est toute petite, donc là on a un petit arc de cercle, donc la longueur de ce petit arc de cercle, ça va être r fois dθ, donc r fois alpha pour la longueur d'un arc de cercle d'un point de vue mathématique. Mais comme le déplacement ici est infiniment petit, on va pouvoir considérer que ceci est un triangle rectangle, et nous savons que l'aire d'un triangle rectangle, eh bien, c'est la moitié de l'aire du rectangle qui a pour côté donc ici petit r et petit r fois dθ. Autrement dit, on voit que cette aire, ça va être r carré dθ sur 2. Je peux tout diviser par t à droite et à gauche de cette égalité, ce qui me permet d'écrire que dA sur dt est égal à 1 demi de r carré dθ sur dt, c'est strictement équivalent à ce qui est noté au-dessus, ce qui signifie que ici, eh bien, on va avoir une image de l'air balayé, donc la vitesse à laquelle cette air est balayée, du d sur dt, est égale à donc, r carré θ point, donc r carré θ point, nous l'avons vu, rappelé précédemment, ça c'est la constante des airs, donc c'est c et non pas c carré, donc la constante des airs divisée par 2. Donc là, on a la vitesse aréolaire du mouvement elliptique. Donc la deuxième loi de Kepler peut être traduite par cette relation. Voilà. Il nous reste donc la troisième loi de Kepler que l'on peut donner, qui est la loi des périodes, en fait, ici. Donc pour cette troisième loi de Kepler, vous allez donc avoir, si j'arrive à attraper ce que j'ai préparé, voilà. Donc cette troisième loi de Kepler donc, nous dit que le carré de la période de révolution sidérale, c'est-à-dire la durée pour faire un tour complet, par exemple autour du Soleil, est proportionnel au cube du demi-grand axe. Alors, je vous rappelle que le grand axe, c'est de nouveau des petits problèmes avec ça. Voilà. Donc le grand axe, c'est la distance la plus grande ici, donc sur l'ellipse. Là, on est en train de parler du Soleil, donc du périhélie à l'aphélie, les deux points extrêmes. Alors regardons un petit peu comment on peut démontrer et donner une formulation mathématique de cette troisième loi de Kepler. Donc partons de ce que nous connaissons, c'est-à-dire la deuxième loi de Kepler ici. Donc d'après la deuxième loi de Kepler, on peut écrire qu'un élément de surface balayé dA sera égal à C sur 2 fois dt. J'intègre cette équation sur un tour complet. Donc ici, C sur 2 est une constante. Donc intégrer ici sur un tour complet, ça veut dire que la durée pour effectuer ce tour sera justement la période de révolution sidérale par définition. Et l'intégration un tour de dA, ça va donner donc la surface balayée par le rayon vecteur, c'est-à-dire la surface de l'ellipse. Et la surface de l'ellipse, on a vu que c'était pi fois AB. Et de l'autre côté, nous allons avoir C sur 2 fois t carré, fois t. Pardon. Alors, l'idée, effectivement, le t carré vient de façon un peu précoce. Comme on cherche une relation entre le carré de la période de révolution sidérale et le cube du demi-grand axe, donc l'idée c'est d'élever tout ça au carré. Donc je vais réaménager un petit peu cette écriture, et je vais écrire que t carré, donc c'est sur 2, je vais faire passer de l'autre côté de l'égalité, donc 4 pi carré sur c carré fois a carré
fois b carré. Or, nous savons que b carré est égal à a fois p, hein, le paramètre p de l'ellipse, c'est b carré sur a, donc on va pouvoir remplacer effectivement b carré par a fois p, hein. Mais le paramètre de l'ellipse, on a vu également donc un peu plus haut, je vous remontre ça pour que vous l'ayez sous les yeux ici. Donc p, c'est aussi c carré fois g, enfin c carré sur g fois grand M. Donc p, je peux remplacer par c carré sur g fois grand M, donc a fois c carré sur g fois grand M. Donc ça, bon, je vous demande un petit peu de l'admettre, hein, puisque nous ne l'avons pas encore démontré. Ça viendra sans doute. Ce qui nous permet d'écrire que t carré est égal, donc en remplaçant b carré par a fois c carré sur g fois m. Donc on voit dans cette expression qu'on va faire apparaître le a au cube aussi. C carré au numérateur, c carré au dénominateur qui va se simplifier. Donc ici on va voir 4 pi carré sur g fois grand M fois a au cube. Voilà donc une expression donc, de la loi des périodes de la troisième loi de Kepler, qu'on voit souvent écrit sous la forme t carré sur a au cube est égal à une constante, et cette constante c'est 4 pi carré sur g fois m. On voit que c'est une constante qui dépend de la masse, ici dans le système attractif, c'est-à-dire la masse du Soleil dans le cas de Kepler. Bien, voici pour cette troisième vidéo sur donc, les lois newtoniennes. En attendant donc la suite. À bientôt sur EPS.